Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter un nouveau format pour une vidéo YouTube. Je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Sophie Brioude, photographe qui est spécialisée en elopement en Norvège, qui va nous parler de son expérience, nous faire des retours d'expériences, d'anecdotes qu'elle va pouvoir nous partager, des questions que vous posez certainement également. Donc, c'est parti. Bonjour Sophie, et avant tout j'avais envie de te remercier pour être présente avec moi sur un nouveau format qui existe aussi grâce à toi parce qu'on l'a beaucoup travaillé ensemble, ce nouveau format interview. Merci du fond du cœur, je trouve que c'est vraiment super intéressant de pouvoir le faire de cette façon-là déjà. À savoir qu'on a déjà collaboré ensemble, c'est pas la première fois qu'on discute, on a déjà travaillé sur un autre format qui était un article qu'on a rédigé, qu'on a publié ensemble. L'objectif était toujours de parler de ce format de mariage que tu connais mieux que personne, qui est l'elopement. Donc on l'a publié sur le blog. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Le but de cet article, c'était vraiment de répondre à vos questions. Donc on vous met le tout dans la description. Et aujourd'hui, on va toujours parler d'elopement, mais plutôt au travers de ton expérience, de tes anecdotes. Je sais que c'est important quand on veut se marier d'avoir des anecdotes concrètes, des retours d'expérience. Donc c'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui avant tout. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation rapide de qui tu es ? Oui, alors déjà je voulais te remercier pour ce format parce que c'est très intéressant de pouvoir échanger aussi de cette manière. Alors du coup moi je suis Sophie, je suis photographe française née en Bretagne. Je suis arrivée en Norvège il y a 2 ans à peu près, juste après la naissance de ma fille qui avait seulement 2 mois. Ça fait plusieurs années que je fais de la photographie, mais je me suis réellement lancée au moment où j'ai quitté Paris pour aller en Nouvelle-Calédonie, là où j'ai vécu 2 ans à peu près. Et ça a été vraiment un déclic pour moi puisque j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais fait des études dans l'environnement, mais j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais vraiment besoin d'avoir quelque chose plus en lien, plus connecté avec la personne que je suis. Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu me lancer à mon compte. Donc ça fait maintenant 4 ans et demi que je suis à mon compte, en sachant que j'ai changé entre-temps de pays, donc j'ai aussi changé un peu de stratégie en termes de communication et tout ça, quoi. C'est ce que j'allais dire, on a quand même un gros point commun là-dessus, hein, c'est notre mobilité à l'étranger, tous les pays dans lesquels tu as vécu, c'est vraiment génial. Alors pour le coup, toi, c'est vraiment des destinations qui sont à chaque fois très très différentes. Moi, j'avais quand même une petite question, c'est que tu as choisi un format qui est très particulier, qui est le format de l'elopement. C'est pas le mariage en général comme on a l'habitude de le voir, hein, de la façon la plus traditionnelle. Comment et qu'est-ce qui t'a amené à directement te spécialiser, sans même avant travailler dans le secteur du mariage, directement dans l'elopement? Eh bien, j'avais déjà fait des mariages traditionnels, mais étant d'une nature très sensible et émotive, c'est des formats qui ont tendance un peu à être difficiles pour moi à porter parce qu'il y a quand même beaucoup de stress, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'émotions et voilà, donc il y avait déjà cet aspect-là qui était un petit peu difficile pour moi. Et en fait, à force de regarder un peu ce qui se fait autour, en fait, j'ai découvert l'elopement juste avant de partir en Nouvelle-Calédonie. C'est quelque chose que j'ai voulu faire également en Nouvelle-Calédonie, mais bon, ça a été un petit peu compliqué dans la mise en place. Donc ça a été, voilà. Puis après, il y a eu le Covid et tout ça, donc on est parti. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime en fait, c'est ce format où on a un contact vraiment privilégié avec les mariés, où on peut vraiment designer un mariage 100% proche des valeurs et des désirs des mariés, un peu fou, un peu aventurier, beaucoup lié à la découverte. Enfin, c'est quelque chose qui me porte, je pense aussi de par mes expériences et voilà. Et du coup, c'est quelque chose qui c'est encore plus avéré important pour moi quand je suis arrivée en Norvège, parce qu'ici on a des paysages qui sont tellement magnifiques, tellement grandioses que j'avais très envie de partager ça avec des couples.
Et voilà, donc c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Je prospecte beaucoup, je travaille beaucoup sur cette offre qui reste encore assez nouvelle, mais qui commence quand même à bien être complète dans les propositions de décor en fait, que ce soit le fjord, la montagne, les cascades. Donc voilà, c'est quelque chose. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, tu as réussi en fait à trouver un format qui s'adaptait complètement aussi à ta personnalité, qui t'étais. C'est comme une révélation, en fait, une vraie passion. Et je pense qu'on est un secteur où c'est primordial parce que moi, je le vois avec tous les mariés que j'accompagne tous les jours. Je leur dis toujours que l'humain doit être au centre en fait des relations le jour d'un mariage. Ça se ressent énormément. Et donc tout ce que tu disais, le fait de ne pas être à l'aise devant tout le monde, je trouve ça incroyable que tu aies réussi à trouver ce format qui te correspondait vraiment très très bien. J'aimerais juste qu'on revienne un petit peu, pas forcément sur quelle est la définition qu'on va trouver sur internet d'un elopement, mais quelle est ta définition à toi de l'elopement, parce qu'on entend un peu de tout et j'ai l'impression que les futurs mariés aujourd'hui ne savent pas vraiment à quoi ça correspond. Toi qui as l'habitude d'être présente sur beaucoup d'elopements, comment est-ce que tu pourrais décrire ce format de mariage? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a tendance à associer l'elopement avec la fugue, le fait de fuir la famille, les contraintes. Oui. Alors c'est vrai que ça fait quand même partie de ça, dans le sens où on fait le choix quand même de ne pas rester dans les traditions on peut très bien convier sa famille à venir sur un elopement, mais ça restera quelque chose de très intime, quelque chose de très intime, avec des tout petits groupes. Moi, ce que je voudrais surtout transmettre, parce que par rapport à ce que peuvent faire aussi mes collègues, que ce soit en Norvège ou ailleurs dans le monde, on a tous une vision un petit peu différente, je pense. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est vraiment apporter le couple dans un peu la façon de vivre à la norvégienne, dans le sens où les Norvégiens sont très très connectés à la nature. Ils seront toujours dehors s'il pleut, s'il fait beau. Ils ont des hyttes, ce qu'on appelle des hyttes, c'est des petites cabines en pleine nature. On se demande toujours, mais comment c'est possible que ça soit là? Il n'y a pas de route. En fait, c'est des gens qui sont tellement profondément connectés à la nature que, en fait, ils ne vivent presque que de ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux et qui se vit, en fait. Donc en fait l'elopement c'est vraiment un format de mariage où tu dois être connecté à la nature. Ça c'est l'une des valeurs essentielles en fait, parce que c'est vrai que ce que tu disais, le fait de fuir, je trouve que c'est un peu péjoratif d'utiliser le mot fuir alors qu'on parle quand même d'un mariage, mais c'est plutôt rappeler que c'est un format où les mariés ont choisi de le faire de façon intime, non pas en fuyant tout le monde, mais plutôt en se reconnectant à des valeurs qui les entourent et notamment la nature en fait. C'est absolument ça. Et après, autour de ça, autour de l'elopement, on peut adapter parce que tout est possible en fait. C'est-à-dire qu'on peut très bien emmener des amis proches, on peut très bien emmener sa famille proche, on peut très bien venir seul et célébrer d'une certaine manière le mariage aussi avant en France. Oui, tout est vraiment possible et voilà, ce qu'il faut juste retenir, c'est que moi, ma vision des choses et ce que j'aimerais apporter dans ce format d'elopement en Norvège, c'est vraiment cette connexion avec la nature, le fait de pouvoir profiter de grands espaces. En plus, j'ai l'avantage, qui des fois peut être un inconvénient, mais je pense quand même que ça reste un gros avantage d'être isolée, c'est-à-dire que je ne suis pas dans un secteur touristique. Donc tous les endroits où j'emmène mes couples, il n'y a personne en fait. Les seuls gens qu'on va croiser, ce sont des locaux, des gens qui habitent là. Donc ça va être une personne peut-être, et encore peut-être même pas, dans un paysage juste dingue. Donc c'est vraiment ça que j'adore en fait. Et je pense que les mariés, c'est ce qu'ils recherchent en allant à l'étranger. Ils n'ont pas envie de tomber sur un groupe touristique d'une vingtaine de Français qui sont au même endroit. Enfin, je pense qu'on y va aussi pour se connecter avec la culture du pays. Donc, c'est chouette. Et c'est vrai que tu me parles beaucoup de la Norvège, parce que tu y es, parce que c'est ton secteur. C'est aussi, moi, inconsciemment, avec, on va dire, les peu de connaissances que j'ai sur ce format qui est encore un peu nouveau, c'est que dès que je vois un elopement, directement, j'ai l'instinct de penser aux pays nordiques, dont la Norvège. Pourquoi est-ce que ce sont ces pays qu'on voit le plus quand on parle de ce format de mariage? À ton avis, quels sont les atouts de la Norvège? Je pense que concernant la Norvège, mais certainement les pays nordiques aussi, mais je parlais spécifiquement pour la Norvège parce que c'est ce que je connais le mieux,
cette forte connexion à la nature, on la retrouve déjà dans les lois norvégiennes, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui dit que le droit à la nature est, comment dire, c'est pas exactement ça, c'est que la nature est accessible à tous. Dans le sens où si tu veux te promener quelque part et qu'il faut que tu traverses un champ, une propriété, tu peux le faire. Personne ne va t'interdire à le faire. Après, évidemment, il y a des choses qui sont un peu bornées. Tu peux pas... Enfin voilà, il faut respecter une certaine distance des habitations. Mais n'empêche que voilà, on peut en fait avoir une cérémonie partout finalement, partout où on veut en Norvège. Il faut savoir aussi que toutes les terres appartiennent à des Norvégiens. Donc voilà, donc en fait on va forcément à un moment donné, si on part sur une randonnée, passer chez les terres d'une personne, mais cette personne n'aura aucun droit de nous expulser. Ou voilà, c'est quelque chose qui est très fort, qui est très présent et qui est du coup super parce qu'on peut vraiment aller là où on veut. Ensuite, il y a le côté... On n'a pas cette sensation d'être limité en fait, et je pense que c'est aussi important quand on veut se marier. Donc non, je ne savais pas du tout, et c'est vrai que c'est un atout pour le coup, c'est vraiment un atout de ce côté-là. C'est ça, et c'est pour ça que je parle vraiment pour la Norvège, c'est parce qu'il y a vraiment une loi qui le dit. Après, pour les autres pays nordiques comme l'Islande, la Suède, je ne saurais pas dire exactement. Je pense que l'information peut se trouver aussi. Mais ouais, concernant la Norvège, en tout cas, il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait que les gens sont très bienveillants, en fait. Quand ils voient des personnes arriver, des étrangers, ils sont toujours très accueillants. Ils sont toujours très contents, en fait, de voir de nouvelles personnes arriver. Et encore plus sur Sauda, parce que comme je l'ai dit juste avant, c'est vraiment pas une région touristique. On va dire que les seuls touristes, ça va plus être des Norvégiens ou des touristes qui vraiment vont passer par Sauda parce qu'on a une route juste à côté qui est réputée, enfin qui est classée dans les routes panoramiques de la Norvège, dans les 18 routes je crois. Donc je sais qu'il y a beaucoup de touristes qui passent mais qui ne s'arrêtent pas forcément, alors qu'il y a des endroits, c'est des pures merveilles en fait. Bien sûr. Et c'est vrai que tu parlais juste avant de la partie de la randonnée. Alors, il y a un cliché sur l'Elopement que tu as dû entendre 1000 fois, mais en tout cas, encore moi aujourd'hui, hein, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, mais quand même, ça reste un format qui est assez peu connu en France encore. Et moi, j'ai le cliché de l'Elopement, c'est forcément se marier à deux au sommet d'une montagne après 3 heures de rando. Est-ce que c'est vraiment un cliché ou est-ce que c'est ça, toi qui a été présente sur beaucoup d'Elopement? Je pense que je comprends ce côté cliché parce que ce qu'on montre de l'Elopement, c'est toujours ces couples, justement, comme tu dis, au sommet d'une montagne. Après, tout est possible, c'est-à-dire qu'un couple qui veut faire une randonnée parce qu'il a le souhait de faire ça comme activité sur sa journée, c'est possible. Moi, ce que je recommande souvent, c'est de ne pas forcément faire des très longues randonnées, voire même, je peux proposer des endroits où il n'y a pas vraiment de randonnée à faire. C'est vraiment, ça dépend vraiment du couple en fait. C'est ça qui est un gros avantage de l'Elopement, c'est que tout est possible d'être fait dans les souhaits, enfin, en suivant les souhaits du couple, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Et puis c'est vrai que c'est un peu comme le mariage, enfin moi c'est l'une des valeurs que j'essaie de partager à mes mariés, c'est que c'est bien d'avoir une trame, c'est bien de voir ce qui se fait, c'est bien de voir les traditions, mais après c'est page blanche, c'est-à-dire que c'est leur mariage, donc c'est à eux de se dire si on veut même pas que ce soit à la montagne et que ce soit dans un autre décor, on peut quand même le faire. Enfin, l'avantage c'est que c'est un format qui permet de se l'approprier et de faire comme eux ils souhaitent, et puis ne pas se dire forcément un elopement c'est une rando de 4 heures au sommet d'une montagne, donc on doit le faire. C'est ça qui est important. Non, c'est tout à fait ça. Que j'aime bien aussi de ce format-là, qui laisse du coup vraiment énormément de possibilités. Donc c'est vrai que j'imagine que c'est quand même beaucoup d'organisation. Alors moi j'ai l'habitude des plus grands mariages où là forcément on a plus de prestataires, on a plus de logistique parce que plus de personnes aussi à gérer. Et j'ai cru comprendre dans les échanges que j'avais eus avec toi que ton rôle avec les mariés n'était pas seulement le rôle d'une simple photographe comme on pourrait l'avoir sur un mariage un peu plus traditionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle dans tous ces préparatifs en fait? Parce que je crois que ça touche pas que la photo si je me trompe pas. Non, c'est tout à fait vrai. J'ai du mal à me considérer comme wedding planner parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas non plus autant de prestataires et il n'y a pas autant de choses à mettre en place comme sur un gros mariage.
Mais ma mission va être autre, c'est-à-dire que moi, je vais passer beaucoup de temps sur le terrain à repérer des endroits pour mes couples, à prospecter. Je vais également les accompagner parce que je sais que ça peut être stressant en fait de se dire ok, on va partir pour un mariage en Norvège, on connaît pas la langue, on sait rien de ce pays, mais on adore, quelque chose qui nous donne vraiment envie d'y aller. Moi, je suis vraiment là pour guider justement le couple sur tous ces aspects-là. J'ai d'ailleurs mis en place une plateforme où je partage toutes les informations nécessaires sur comment se déplacer en Norvège. J'aide aussi au niveau des prestataires. Si les prestataires veulent un coiffeur, des fleurs, un officiant de cérémonie, je les aide en fait sur toutes ces étapes. Je les guide vraiment du début jusqu'à la fin. Donc en fait, ils ne sont pas du tout lâchés dans la nature et s'ils ont des questions sur à peu près tout, je peux les aider en fait. Ouais, tu es vraiment un soutien en fait aussi pour eux, tu es un peu la base de l'organisation. Je pense que si on parle par exemple de futurs mariés français, le fait de t'avoir toi française aussi là-bas, ça doit être une aide qui est super importante. Juste avant de commencer l'enregistrement, tu me parlais même de partenariat que tu es en train de faire aussi avec des prestataires, tu me parlais d'un prêtre, mais voilà, c'est aussi pour rappeler que cette vidéo, c'est aussi pour t'ouvrir à des prestataires qui sont en France, qui aimeraient pouvoir partager leur passion avec toi à l'étranger et se dire qu'aujourd'hui, et moi je le vois dans mes accompagnements, j'accompagne beaucoup de couples des Français qui veulent se marier à l'étranger où du coup on fait tout à distance et c'est largement possible, c'est un peu la beauté des technologies et ce que ça nous offre aujourd'hui et c'est vraiment chouette. Donc non, merci de nous avoir expliqué ça parce que c'est vrai que quand on voit normalement photographe, on se dit bon la photographe va nous gérer que la partie photo, mais là de comprendre que toi tu es sur place, que toi tu vas voir les lieux, que toi tu mets en relation, tu conseilles, tu disais pas wedding planner mais c'est un peu comme aussi de prévoir ce voyage parce qu'au final c'est un grand voyage en fait qui les attend et je trouve que c'est génial. Quel est le processus du coup? Comment est-ce que ça fonctionne? Quelles sont les étapes avec toi? Combien de temps avant? Qu'est-ce que vous allez revoir ensemble? Alors les temps avant, ça va vraiment dépendre. Il y a un paramètre qui peut être un peu compliqué en Norvège, c'est les logements. Il y a des endroits vraiment de rêve en Norvège. Le problème, c'est que il faut s'y prendre un peu en avance si on va avoir cet endroit-là pour la nuit de noces et les préparatifs. Donc, par rapport à ce paramètre, je dirais qu'il faudrait peut-être envisager au moins 6 mois, ce serait bien. Mais après, si on est très flexible et qu'on ne cherche pas forcément un endroit spécifique ou qu'on cherche quelque chose de très 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 nature, dans une hytte, que j'appelais tout à l'heure, ce sont ces fameuses maisons traditionnelles norvégiennes, on est un peu plus flexible. Tout dépend de la période saisonnière quand même, mais on reste un peu plus flexible. Donc moi, je recommande, ce qui est bien, c'est au minimum 3 mois pour venir commencer à me parler du mariage. Et après, voilà, ça peut aller jusqu'à 1 an. On peut tout à fait commencer à avoir des premiers échanges. Ensuite, comment je procède? C'est-à-dire que je vais avoir 3 appels au cours de cette planification. On va avoir le premier appel qui va être plus pour apprendre à se découvrir. C'est vraiment très 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 important pour moi que le feeling soit là en fait, que le couple se sente à l'aise, confiant, qu'il puisse discuter en toute simplicité. Et puis c'est aussi ce qui fait la beauté de cet événement en fait. Moi je vais être là avec vous, la plupart du temps il n'y a que le couple. Donc en fait je suis un peu comme le témoin de cette union et c'est important de se sentir un peu comme avec un ami finalement, quelqu'un qu'on connaît bien et avec qui on se sent vraiment en confiance. Donc ce premier appel permet justement de cadrer un peu tout ça, de parler sur comment je travaille, quels sont leurs souhaits, comment ils envisagent un peu leur journée. Ensuite, le deuxième appel, ça va être plus sur la validation, en sachant qu'entre les deux, ils auront un questionnaire à répondre avec beaucoup de questions sur leur couple, ce qu'ils aiment, quelles sont leurs sortes d'intérêts, mais aussi sur vraiment la journée de l'elopement, comment ils voient leurs préparatifs, comment ils voient la journée, qu'est-ce qu'ils veulent faire durant cette journée, est-ce qu'il y a des rituels, est-ce qu'ils veulent un officiant. Voilà, toutes ces questions-là vont être abordées sur ces 2 appels, on va dire. Ensuite, on a un appel médium qui va lui permettre de valider les lieux, de peut-être même partager plus de photos s'il y a besoin sur différents lieux qu'on pourrait avoir. Et ensuite, on va avoir ce dernier appel, c'est juste avant le départ pour être sûr qu'on n'a rien oublié, pour confirmer peut-être des questions qu'on aurait sur la journée ou sur l'avant-départ.
Et du coup, on arrive à cette journée, hein, une fois que tous ces préparatifs ont été organisés en amont. Quelle est la journée type d'un elopement? J'imagine que c'est bien différent d'un mariage traditionnel. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça se passe? Oui. En général, ce que je préconise, c'est 8 heures. 8 heures, c'est un très bon format parce que ça permet d'avoir du temps pour les préparatifs. C'est vraiment un événement qui est, pour moi, crucial, les préparatifs. Pouvoir poser les intentions, les différentes valeurs que vous avez voulu pour votre journée. Quand je parle des valeurs, c'est que ça peut être des choses très symboliques, comme une lettre, lettre d'un ami, lettre d'un proche. Vous voulez partager ce moment-là avec votre conjoint, peut-être lire ces lettres, ou alors vous voulez profiter de passer un moment entre vous, juste avant de commencer à vous préparer. Et après, il y a tout cet aspect préparatif, où là, on va vraiment, moi, je vais prendre du temps pour photographier vos alliances, les bouquets, s'il y a des bouquets, la robe de mariée, les vœux aussi, parce que ça reste quand même le support même de la journée. Le fait de pouvoir lire ses vœux à un endroit. Donc je pense qu'il y a tout intérêt aussi à prendre du temps pour pouvoir voilà, rédiger vos vœux sur un joli papier. Ensuite, donc ça en général ça peut durer 2 heures. Je pense que c'est un très bon format pour avoir le temps de faire tout ça. Ensuite, on va partir sur la cérémonie. Donc on va essayer de trouver un endroit qui n'est pas trop éloigné de là où vous logez. En sachant que les distances sont quand même très vite assez longues en Norvège parce que le pays est très découpé. Mais voilà, du coup, on va arriver sur le lieu de la cérémonie. Là, s'il y a une randonnée, on va monter sur l'endroit où on a prévu de faire la cérémonie. Ensuite, vous allez changer vos vœux. On va pouvoir faire quelques photos suite à la cérémonie sur ce même endroit. Et puis, on va aussi pouvoir partir de la cérémonie et profiter soit du lieu où on est parce qu'il est vraiment sublime et il y a beaucoup de spots à explorer, ou alors on peut aussi changer d'endroit et essayer de trouver un autre point de vue. Sur 8 heures, j'avoue que c'est quand même assez serré malgré tout parce qu'il y a un peu de déplacement, même si je dis qu'on essaye de rester assez proche. Des fois, il y a des contraintes de logement disponibles qui font que on doit un petit peu allonger les distances. Mais voilà, ça reste un format malgré tout assez dense, même si on peut se dire 8 heures c'est long, en fait non, ça passe vraiment très vite. Et voilà, et l'idée c'est aussi de pouvoir prendre le temps, de ne pas courir et de pouvoir avoir un très beau reportage en fait de cette journée. Et du coup, tu es toujours présent du début jusqu'à la fin? Tu as une formule qui est unique ou est-ce que tu as plusieurs prestations pour les suivre durant cette journée? Alors, je propose actuellement, mais ça bougera certainement, je propose encore actuellement des formats de 4 heures, c'est-à-dire juste la cérémonie et photo couple. Mais ça peut aussi aller jusqu'à, donc là je parlais du format 8 heures qui est le plus apprécié en général, mais il y a aussi un format de 10 heures et on peut aussi également pousser à 2 jours. Par exemple, si le couple décide de venir avec de la famille, ça peut être chouette d'envisager une journée un peu plus avec la famille, donc passer du temps, faire la cérémonie avec eux, faire peut-être une cérémonie un peu plus élaborée, dans le sens où on peut voilà, trouver plusieurs rituels puisqu'on aura des gens qui peuvent intervenir, participer à la cérémonie. Donc on peut avoir ça, donc une journée un peu exclusive avec la famille et une deuxième journée où là je reste avec le couple et on peut aller dans les montagnes ou au bord de fjord, tout dépend un peu des souhaits. Donc c'est vraiment malléable. En fait, c'est flexible aussi, quoi. C'est un peu comme le format, est-ce que tu disais, tout est possible et ça dépend vraiment de leurs envies, de ce qu'ils ont créé, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des formules qui sont fermées alors qu'il y a tant de possibilités et que ça peut être si différent d'un couple à un autre. Donc voilà, c'est vraiment s'adapter au format que eux auront choisi. Ok. Ce qui serait chouette, c'est que tu nous donnes peut-être un peu d'anecdotes par rapport à des elopements pour lesquels tu as été photographe et où tu as été présente. Je pense qu'il y a beaucoup de futurs mariés qui aimeraient avoir plein de retours. Moi, j'aimerais que tu me dises sur tous les elopements que tu as fait, est-ce que tu retrouves le même profil à chaque fois de futurs mariés ou est-ce que c'est vraiment à chaque fois des profils différents, ce qui veut dire que c'est un format qui peut s'adapter finalement à un peu tout le monde? Je pense que ça reste quand même un format adapté à
un certain type de personne, dans le sens où il faut quand même avoir certains critères. Les plus importants pour moi, c'est avoir le goût de l'aventure. Peut-être encore plus quand on vit en Norvège, parce qu'en fait, des fois, on peut se retrouver sur des chemins de randonnée qui sont quand même assez... qui peut nous mettre un peu au défi. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur en fait de ça, du défi, de l'aventure, de la découverte. Et aussi peut-être de lâcher prise. Parce que comme on le disait un peu tout à l'heure, ça reste un format qui est très développé à l'étranger, mais en France, je sais qu'il y a encore certaines réticences, surtout par rapport à la famille. Et voilà, je pense qu'il faut réussir un peu à lâcher prise sur ça et à être un peu plus proche de... On parle beaucoup de bienveillance, de s'écouter. On est sur une société qui prône beaucoup toutes ces valeurs-là actuellement. Et je pense que c'est important de pouvoir se dire c'est quelque chose qu'on peut faire aussi pour soi et c'est OK de le faire comme ça. Et puis c'est une super aventure en fait qui reste vraiment inoubliable. Après, dans les profils de personnes que j'ai, donc c'est ça en fait, ce sont des gens qui aiment le voyage, qui aiment découvrir de nouvelles choses. L'un des derniers couples que j'ai eus, ils ont vraiment adoré le fait que ça soit assez rare ce que je propose, dans le sens où ce sont vraiment des lieux qui sont, si vous cherchez sur Google, vous allez presque rien trouver parce que ce sont des lieux qui sont extrêmement sauvages et très peu touristiques, très peu fréquentés. Donc ils ont beaucoup aimé ça en fait, ce côté très intime et très rare, la rareté en fait de l'expérience. Et je pense que c'est ça aussi qui peut peut-être intéresser, en tout cas le type de profil de personnes qui peuvent être intéressées par un elopement en Norvège, avec moi. Mais c'est vrai que du coup, comme tu le disais, ça correspond pas à tout le monde. Moi, j'ai des clients qui sont très dans le contrôle, qui n'aiment pas trop l'aventure, qui n'ont pas cette connexion avec la nature. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un profil qui revient. En tout cas, il faut avoir une certaine personnalité et ce goût pour l'aventure qui est forcément en fait primordial. Hein. Ça a du sens avec tout ce que tu as dit avant. Sur tous les elopements que tu as fait, quel est ton plus beau souvenir quand tu as photographié un elopement? Est-ce que tu as quelque chose comme ça qui te revient à l'esprit? Ouais. J'en ai... En fait, c'est marrant parce qu'à chaque fois, c'est le même événement qui m'a marqué. C'était pendant la lecture des vœux. Du coup, on était en pleine montagne, au bord d'un lac, avec une cascade. Juste avant de lire les vœux, on a eu une assez grosse averse, donc on a pu s'abriter. Il y avait une petite cabane, on a pu s'abriter juste sous cette petite cabane. Et il y a eu une éclaircie, et là, c'est ce que je dis à mes maris en fait, c'est qu'en Norvège, la météo, on ne vient pas en Norvège pour le soleil. On a du soleil évidemment, mais dans la même journée, on peut avoir la pluie, le soleil. Et là, en fait, c'était absolument magnifique parce que tout était assez nuageux, et puis la pluie s'arrête, donc on décide d'aller pour lire les vœux. La mariée commence à lire ses vœux, et là, on a un faisceau de lumière, un rayon de soleil qui arrive pile sur elle. Moi, j'étais du coup en train de photographier et ça m'a vraiment, je sais pas, comme une bénédiction un peu de la Norvège. Quelque chose qui arrive comme ça. Le pouvoir de la nature, en fait. La force de la nature. Et c'est dingue. C'est ça, c'est que la Norvège, c'est déjà une force de la nature en elle-même, mais là, elle vient vraiment accentuer cet événement prouver, et c'était vraiment magnifique. Et c'est super intéressant ce que tu dis sur le temps. Alors moi, je ne peux pas m'empêcher, je le rabâche à mes mariés tout le temps. Il faut avoir un plan B, il faut avoir un plan B si jamais il y a de la pluie. Là, pour le coup, on est sur un événement qui est en quasi-totalité à l'extérieur. Comme tu dis, un pays où on sait qu'on n'a pas du soleil les 365 jours de l'année. Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu anticipes? Ça t'est déjà arrivé du coup d'avoir tout un événement sous la pluie? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors déjà, j'aimerais dire quelque chose, c'est que j'ai beaucoup changé d'état d'esprit par rapport à la pluie. Quand on arrive en Norvège, il y a une célèbre expression qui dit « Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements ». Bon, on est d'accord que quand on se marie, on ne peut pas mettre de kawé ou de choses comme ça. Mais l'idée, c'est de dire que c'est vraiment un état d'esprit en fait. Et en Norvège, moi, j'ai beaucoup changé. En fait, j'ai pas tant changé d'état d'esprit parce que déjà avant, ça ne me dérangeait pas vraiment de sortir s'il pleut.
Aujourd'hui, ça l'est encore moins. Mais c'est vrai que c'est changer tout simplement sa perception. C'est comme on peut voir le verre à moitié plein, on peut le voir à moitié vide. Bah, c'est changer sa perception de la pluie et de se dire que la pluie, c'est pas forcément notre pire ennemi et c'est pas forcément la pire des choses qui puisse arriver le jour J. Au contraire, comme tu disais, l'un de tes meilleurs souvenirs, bah, il y avait de la pluie avant qu'il y ait ce rayon de soleil et c'est là où ça devient bien. Donc c'est sûr que il faut le travailler, hein, il faut en être conscient et il faut l'accepter. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ta réponse parce que c'est vrai que de toute façon on peut pas aller contre la nature, donc quand on choisit ce format là on doit le faire qu'il y ait de la pluie ou pas et c'est vraiment chouette. En tout cas tout est super intéressant, merci beaucoup pour toutes ces anecdotes. Est-ce que toi tu aurais peut-être d'autres anecdotes à nous rajouter peut-être d'aspects que je n'aurais pas cités sur les questions prévues, ou est-ce que tu penses qu'on a quand même bien fait le tour? Alors, en termes d'anecdotes, pas vraiment. Par contre, j'ai un petit point qui peut être intéressant à soulever, c'est que je travaille avec un prêtre ici où j'habite, qui a vécu 6 ans en France, à Paris. Du coup, il est tout à fait apte à mener des cérémonies religieuses en français. Donc, c'est un gros plus pour moi. Après, je suis aussi en relation avec des prestataires français pour des cérémonies qui seraient plus laïques, symboliques. Donc voilà, donc c'est aussi une vraie force en fait, je pense, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai envie de développer un petit peu ce service pour la France spécifiquement, parce que j'ai un petit réseau qui est tout à fait prêt à intervenir si vous êtes intéressé par un element en Norvège. Et qui, comme on le disait, est du coup super rassurant hein, pour un couple français qui ne parle pas la langue et qui a envie quand même dans un pays étranger de se retrouver un peu chez soi quand même avec des personnes qui ont la même culture, la même langue. Donc bien sûr, c'est vraiment un très bon point. Et comme tu dis, c'est un petit réseau qui va en devenir un grand très bientôt, j'en suis persuadée, parce qu'il y a tellement de possibilités que c'est vraiment l'avantage. Écoute Sophie, en tout cas, merci beaucoup parce que moi je trouve que c'est passionnant. C'est chouette de voir que à partir d'un mariage, en fait, le mot mariage, on peut faire tellement de choses et je pense que la plus belle des valeurs qu'on peut partager aujourd'hui à tout le monde qui nous regarde, c'est de vous rappeler que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de suivre ce qui a déjà été écrit, de suivre les traditions, mais plutôt de se poser une question en vous disant qu'est-ce qui vous ressemble, qu'est-ce qui vous plairait, et de voir qu'il y a tous ces formats-là qui commencent à exister et qui commencent à devenir de plus en plus populaires. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Donc dans tous les cas, moi je mets toutes les informations sur ton site internet, sur comment te contacter directement dans la description. N'hésitez pas à la contacter, échanger avec elle, lui poser des questions. Je sais que tu adores ça, ce côté aussi échange et humain qui est primordial dans ce monde-là. Mais en tout cas, mille merci encore Sophie pour tout. Et puis, moi je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Marine, à très bientôt.